Bonjour Marie-Laure. Bonjour Laurence. Alors vous êtes psychanalyste jungienne. Oui. Et je vous ai invité aujourd'hui à venir témoigner sur François Villé, de participer à cet hommage, parce que vous l'avez connu, je crois, dans votre jeunesse. Très jeune, oui. Je l'ai connu. Je suis restée dans son cours d'astrologie qui, à l'époque, s'appelait l'Académie internationale d'astrologie, pompeusement, de 1974 à 1978. Et on était très très proches à ce moment-là. Et François a eu beaucoup d'influence sur la jeune fille, toute jeune fille que j'étais à l'époque. Oui. Et c'est grâce à lui, d'ailleurs, que j'ai commencé une première thérapie. Et j'ai fait si peur à cette première thérapeute qu'elle m'a envoyé illico presto chez son propre analyste, qui était Luigi Aurigemma, et qui restait pour moi à la fois un analyste et un ami très cher ensuite pendant les 15 ans qui ont suivi. Donc je dirais de François, il a été vraiment, plus le fait qu'il m'avait fait mon thème, évidemment, mais il a été une sorte de go-between sur plusieurs aspects de ma vie, entre celle que j'étais à l'époque et celle que j'allais devenir en tant qu'analyste, oui. D'accord, donc c'est lui qui vous avait encouragé à suivre une analyse Au moins une thérapie dans le sens où, en 1976, j'ai perdu un de mes frères d'un cancer au cerveau et j'avais du mal à surmonter le sortir deuil. de ce deuil. Et dans le sens où j'avais eu ce que je raconte dans mes précédents bouquins, j'étais dans une famille où beaucoup de gens étaient morts, à commencer par ma mère quand j'avais 2 ans. Et donc, le décès de mon frère Olivier a réactivé ça. Et c'est François qui m'a dit, il faut que tu fasses quelque chose de plus que simplement suivre le deuil d'un temps où Pluton est à tel endroit, en l'occurrence sur Neptune à l'époque, etc. D'un point de vue transgénérationnel, oui. peut-être aussi. Et comme il avait un certain ascendant sur moi, j'ai tout à fait adhéré. Et donc ça a été vraiment un tournant très important. Et donc vous avez suivi les cours en astrologie globale avec lui. Alors quel est le pont que vous feriez aujourd'hui entre l'astrologie et la psychanalyse jungienne ? L'astrologie, au fond, c'est une pratique des archétypes. Oui. Donc la théorie des archétypes chez Jung, c'est quelque chose de fondateur. Mais très souvent, les gens se disent, qu'est-ce que c'est qu'un archétype ? On n'y comprend rien. Avant de voir des images archétypiques dans les rêves, c'est pas tous les jours que ça se passe. Pour moi, la pratique de l'astrologie, ça a toujours été d'avoir l'ensemble des archétypes et des grands mythes fondateurs à sa porte et de dialoguer avec eux dans la pratique astrologique. Donc les planètes en tant qu'archétypes. Oui, les planètes, les signes, leurs positions, les unes par rapport aux autres, les disputes entre eux et les amours, etc. C'est vraiment tout le monde pour moi de l'astrologie. C'est le monde des archétypes incarnés. D'accord, même les signes, d'accord. Moi, j'aurais pensé que c'était surtout les planètes. Oui. Non, parce que par les maîtrises, oui. Par les maîtrises ou au contraire les non-maîtrises, ça va donner des indications vraiment très fines et subtiles, je trouve. Et mais donc, même encore maintenant, je regarde mon équation astrologique du moment en me disant, bon, il y a ça sur ça avec ça, c'est pas étonnant que j'ai fait ce type de rêve, etc., etc. Pour moi, c'est devenu une sorte de seconde nature, même si je ne l'utilise pas dans mes consultations. D'accord, donc vous l'utilisez pour vous-même ? Moi, pour d'autres, pas dans mes consultations, parce qu'autrement on n'est plus dans une attitude analytique. Le propre d'une consultation, c'est que quelqu'un arrive chez vous pour 3/4 d'heure, 1 heure, et il sait pas ce qui va se passer, vous ne le savez pas non plus. Il y a des gens généralement extravertis qui arrivent en disant « qu'est-ce que je viens faire ici ?» Et je leur réponds justement « rien ». On va s'asseoir ou s'allonger si c'est quelqu'un qui s'allonge pendant 3/4 d'heure, et on va attendre de voir s'il se passe quelque chose. Oui, donc c'est vraiment donc la si personne... j'arrivais, moi, avec la connaissance du thème de mon analysant, la vacuité en question serait biaisée. Oui, il y aurait plus cette neutralité. Voilà. Oui. D'accord, mais donc l'astrologie vous suit toujours toujours. Et donc François Villé a été quelque part il a été vraiment un chaînon qui a permis
quelque chose qui m'a donné une vocation et qui m'a vraiment permis de structurer des aspects, mettons, plus négatifs sur le plan transgénérationnel que j'aurais pas pu structurer autrement, je pense. Il l'avait très bien vu. Et vous avez connu Vovanem aussi, je crois, oui. L'astrologue vietnamien. Qui m'avait fait une consultation à l'époque. Ce qui m'avait amusé, c'était qu'il était extrêmement prédictif. Eh oui, l'astrologie ce qui était pas mal, et de temps en temps sortir un peu de la psycho et voir les choses d'une manière un petit peu prévisionnelle, voire un peu prédictive, j'avais trouvé ça intéressant. Et donc vous l'avez rencontré à Perpignan ou J'avais dû le voir à Paris, je pense, mais je suis allée à Perpignan aussi, avec les petits groupes que François emmenait chez François Brousse. Ah, donc vous avez connu François Brousse? Oui, j'ai un souvenir de François Brousse qui n'était pas là, il était en balade la première fois que je suis arrivée à Perpignan. C'est qu'il y avait je ne sais qui m'a reçu gentiment, m'a dit, j'ai dit qu'est-ce que je peux faire? Quelqu'un m'a dit, bah, t'as qu'à mettre le couvert. Je rentre dans la salle à manger. J'avise quelqu'un qui visiblement était non-voyant. Je lui dis bonjour, je m'appelle Marie-Laure Colonna. Où sont les fourchettes? Il se retourne et il me dit, vous êtes poisson ascendant Lion. Ah, j'étais scotchée, je lui ai dit oui, tout à fait. Où sont les fourchettes? Ah oui, donc mon entrée chez François Brousse s'est passée comme ça. D'accord, oui, parce qu'il nous en a tellement parlé, mais ça paraissait tellement surréaliste, tout ce qu'il nous racontait, mais c'est vrai que j'entends des témoignages comme quoi c'était un authentique visionnaire et voire... Oui, sûrement. Alors moi, j'y suis allée probablement que 2 week-ends de 3 jours ou un truc comme ça, donc après ça s'est arrêté, mais je me souviens de François Brousse expliquant des histoires de chakras. Encore une fois, j'étais très jeune à l'époque, et il mettant sa main sur le chakra de la couronne, et où physiquement, et moi généralement je suis mauvais public, physiquement j'avais vraiment ressenti quelque chose. Oui, d'accord, donc c'est pas une légende. Non. Bon, mais il y avait un peu trop de groupies aussi dans le tas qui se mettaient tout autour de la table, et quand François Brousse disait « Est-ce que quelqu'un voit quelque chose dans l'aura de machin ?» il répondait « Oui, je vois un peu de bleu autour de sa tête. » Et je leur disais à quoi ça sert de voir du bleu en se concentrant pendant 3 heures. Ouais. C'était, bon, il y avait... Mais c'était plus dans le côté groupie des... Oui, puis des élèves. J'imagine ce personnage avec son accent catalan, oui, et tout ça. Enfin, il y avait le côté du Sud aussi. Tout à fait. Voilà, où il avait peut-être tendance à exagérer un petit peu son personnage, mais le fond était quand même était bien là, quoi. Ouais. Sûrement. Oui. Et donc Vovanem, quelle impression il vous a laissé? Parce que ça avait l'air lui aussi d'être un drôle de personnage. Ancien, un petit peu... Non, mais je crois que je ne l'ai vu qu'une fois pour une consultation pour moi, et je ne l'ai pas... François m'avait envoyé chez lui, et je pense que c'était à Paris. Je ne l'ai pas plus fréquenté, et comme j'ai perdu son thème. Mais c'est resté un souvenir, justement, de l'idée qu'il y avait, mais on va dire d'un point de vue structurel ou karmique, des grandes étapes de l'existence, et qu'on ne pouvait pas les zapper comme ça, ni les transformer si facilement, fût-ce avec des notions de psychologie... ça donnait l'impression très asiatique qu'on est vraiment à l'intérieur d'une structure qu'il va falloir remplir et conscientiser patiemment, quoi. Oui, c'est ça. L'astrologie chinoise, par essence, est karmique. Et alors c'est vrai qu'elle peut paraître un petit peu déterministe, un petit peu fataliste, mais en même temps François insistait beaucoup sur le fait que par des pratiques régulières de méditation, des exercices de respiration ou autres, il a beaucoup pratiqué le Reiki, c'était vraiment quand même dans le but d'améliorer dans le meilleur des cas, la vie actuelle et éventuellement la vie future, mais il ne fallait pas rester passif face à un destin. Mais il était très déterminé et très actif de toute façon comme caractère. Mais il pratiquait le Reiki aussi bien pour lui, je veux dire, il faisait du Reiki pour les autres comme pour sa propre... Ah oui. Oui, il pratiquait quotidiennement
soit le Reiki, soit le Vovi, la méditation vietnamienne. Enfin, en tout cas, oui, il prenait en main. C'était pas juste voir les transits et voir le thème chinois et voir ce qui va nous arriver. Hein. Toujours dans le but d'améliorer son existence et d'aller vers plus de compréhension et de conscientiser. Enfin, pour lui, c'était est-ce que lui pensait finalement qu'avec des structures d'un thème, on pouvait aller au-delà de ce qui était donné par le thème, fût-ce, je dirais, sur un plan alchimique, par le fait justement que les prises de conscience vont transformer quelque chose? Alors, il pensait que la prise de conscience était vraiment, essentielle. Et qu'effectivement, c'est ce qui donnait l'intérêt de pratiquer l'astrologie, oui. Il disait, tant qu'on n'a pas pris conscience de nos motivations inconscientes, on est comme des marionnettes ballottées par les événements. Voilà, donc la prise de conscience était absolument nécessaire. Après, c'est vrai que plus ça allait, et moins il croyait au libre arbitre quand même. Hein. Oui, c'est ce que vous m'avez dit un peu au téléphone quand on en avait parlé. Oui. Il décrivait ça souvent comme un coffre avec lequel on arrive au monde et dans lequel il y a l'amour ou pas, la réussite entrepreneuriale ou pas, la famille ou pas. Et voilà, après, ça, pour lui, une vraie pratique spirituelle, c'était aussi, il y avait une forme d'acceptation. L'acceptation de l'inaccompli, au fond. Voilà, c'est ça. Oui, alors si vous pouviez me dire un mot justement, parce que François était quelqu'un qui avait un chemin spirituel très important, comment vous l'avez perçu, cela chez lui? Tout de suite, il nous parlait de méditation, et de méditation je dirais à tonalité bouddhique dans mon souvenir, parce qu'il nous disait par exemple, le matin avant de partir au bureau, mettez-vous en silence, en lotus ou pas en lotus, mais commencez par adresser une invocation qui était, si je me souviens bien, que tous les êtres soient heureux au nord, que tous les êtres soient heureux au sud, à l'est, à l'ouest, et que je sois heureux dans mon moi fondamental. Ouais. C'était une bénédiction, il appelait ça la bénédiction universelle, et je crois qu'elle était de François Brousse. Ah oui? Oui. Rien que ça nous préparait justement à voir d'un côté l'astrologie sur le mode psychologique, mais de l'autre de le relier à quelque chose qui était un chemin vers lequel on allait se diriger, on dirait maintenant dans un registre de non-dualité entre sa propre personne et le monde tel qu'on le voyait tous les jours quotidiennement. Je pense. Alors je pense qu'à l'époque, il n'avait pas encore rencontré Gérard Attias, mais alors après, c'est vrai qu'il a créé le concept de bioastrologie, et c'est vrai qu'il accordait aussi une grande importance donc à la mémoire cellulaire, et puis ce qu'il appelait le projet sens, le projet inconscient des parents pour les enfants. Donc le désir inconscient des parents, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Oui, parce que chaque parent désire que son enfant réussisse, sa vie de famille, sa vie professionnelle, etc. Mais le projet inconscient, c'est que mon père était malade pendant que j'attendais mon enfant, je souhaite que mon enfant devienne médecin, par exemple. Enfin. Ah oui, d'accord. Oui, ça c'est très freudien, au fond, les souhaits plus ou moins inconscients des parents portés sur l'enfant, qui vont éventuellement dévier leur cours naturel. Ne serait-ce que je voulais une fille et j'ai un garçon, et réciproquement. Oui, voilà. Donc ça c'est pareil. Alors, parce qu'en fait, par la suite, avant d'entamer une consultation, il envoyait toujours un questionnaire au consultant. Et il y avait 3 questions cruciales. Est-ce que vous avez été désiré par vos parents? Pour ça, c'était vraiment la base de tout. Est-ce qu'ils désiraient un garçon, une fille, ou inversement, est-ce que vous avez répondu à leur désir? Et est-ce que l'accouchement s'est passé dans de bonnes conditions? Et ça, pour lui, c'était vraiment déjà d'en prendre conscience, et ça donnait déjà tout un tas d'informations sur... Oui, c'est très juste, bien sûr. Parce que... Surtout, je me souviens qu'il nous apprenait, pour des gens qui sont nés à Paris, qu'on a, comme Londres n'est pas très loin, qu'on a une quinzaine de jumeaux astrologiques parfaits en fonction de son lieu de naissance. Oui.
Et effectivement, quand on voit une conjonction Lune-Saturne dans un thème, Saturne le manque, la Lune représente la mer. Alors selon les signes et les aspects, etc., on a des idées un petit peu comment a été vécu le manque. Oui. Mais il tenait absolument à ce que la personne s'implique déjà. Alors ça lui permettait aussi de préparer la consultation en amont et que la personne prenne les renseignements nécessaires et fasse tout un travail de recherche. Mais aussi d'aller vraiment vers le vécu individuel de la personne. Et puis après, il insistait aussi pour dire, bon ça je l'ai entendu aussi de la part de beaucoup d'astrologues, mais ce qui compte, c'est non pas ce qui a été vécu réellement, mais le ressenti. Enfin, ce n'est pas l'histoire objective de la personne, c'est vraiment la... Oui, mais c'est l'histoire du roman familial chez Freud, précisément. Si vous passez 5 ans d'analyse, vous arrivez avec des traumatismes épouvantables, il s'est passé des trucs atroces dans les 3 générations qui vous ont précédé, et après une analyse réussie, mettons de 4-5 ans, vous allez raconter l'histoire de la famille d'une manière complètement différente. On a l'impression que même d'une manière rétroactive, ce qui a été tragique, violent, voire incestuel ou incestueux, se modifie au fur et à mesure, et quand la personne cesse son analyse, en principe, elle a pardonné à son passé. Oui. Idéalement. Idéalement. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, François vous a mis sur votre chemin, en quelque sorte. Tout à fait, vraiment. Bah écoutez, en tout cas, ça a été un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et de revenir sur cette... Pour moi aussi, Laurence. Nous avons été toutes les 2 élèves de François Villet et c'était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et je suis sûre qu'il nous regarde de là-haut. Sûrement. Merci Marie-Laure. Merci Laurence. Oh, la nature morte est belle, belle au temps du scorpion, et rouge et noir et or, trop belle pour sa transformation. Si les yeux des dames du scorpion, si ceux des hommes nés en novembre, sont plus beaux que l'étoile Orion, et noir et or et couleur d'ambre,